Bienvenue à toutes et à tous dans nos programmes d'art et cloître pour notre 16e saison. On a donc un nouveau thème qui va nous servir de fil conducteur cette année, voyage de la figuration à l'abstraction, lumière, corps, espace et expressivité dans les arts. Pour commencer, donc c'est l'Italie de la Renaissance qui va nous intéresser, et plus particulièrement Venise. Un accent mis sur les femmes. Donc, le titre de la conférence, c'est Corps et figuration dans la peinture vénitienne de la Renaissance, Carpaccio, Titien, Tintoret, avec ce qu'on pourrait mettre en sous-titre, quel est le rôle des femmes dans la société vénitienne de la Renaissance. Voilà. L'histoire de la peinture vénitienne de la Renaissance est peuplée par un univers féminin qui suscite de nombreuses interrogations. Et si les traités de l'époque ne laissent aucun doute quant au rôle des femmes dans la société, elles sont d'abord filles, puis femmes, mères ou veuves, dans de nombreux cas, les femmes ont contribué à dessiner un destin différent. Donc, c'est ce qui va intéresser Valentina Sapienza, professeure associée à l'université de la Ca' Foscari de Venise, qui est déjà venue dans nos conférences en novembre 2012 pour nous parler c'était au fil de la couleur avec un accent sur la spiritualité. Voilà. Et elle va nous apporter un petit peu de l'eau à notre moulin pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau des femmes à Venise et dans quelle mesure la création artistique a contribué à ce débat. Voilà, nous sommes très heureux d'accueillir Valentina une nouvelle fois dans nos conférences. Alors, juste avant de lui passer la parole, je vais donner la parole à Hubert. Voilà, je vous demande donc juste de bien fermer vos micros, d'éventuellement fermer vos vidéos. Et puis, je vous souhaite une excellente conférence. Et réservez vos questions à la fin, s'il vous plaît. On aura un petit temps de questions. Voilà, donc Hubert, c'est à toi. Et ensuite, ce sera Valentina avec grand plaisir. Merci Laurence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, une nouvelle saison passionnante démarre. Qui dit nouvelle saison, dit renouvellement des cotisations. Nous étions 99 adhérents la saison précédente, donc vous devinez l'objectif, dépasser largement les 100 personnes. Donc merci déjà de ceux qui l'ont déjà fait ces quelques derniers jours. Et donc vous connaissez la méthode, le montant est toujours le même, 20 euros, soit par virement, soit par chèque. Marie-Antoinette vous a adressé dans le lien de connexion, dans le mail, le RIB, etc., tout ce qu'il faut. Et bien sûr, pour les conférences elles-mêmes, vous pouvez aussi nous soutenir par une participation qui est totalement libre, selon le même moyen. Voilà, un grand merci d'avance. Et puis, je passe donc la parole à notre conférencière. Bonjour, bonjour, merci à Laurence et à toute l'association Art et Cloître pour cette invitation. Tout d'abord, je vais partager l'écran, ainsi on pourra commencer à travailler sur notre thème. Voilà, donc je disais bonjour et merci donc encore une fois à Laurence, mais aussi à toute l'association Art et Cloître pour cette invitation. Je me considère d'ailleurs très chanceuse parce que ce n'est pas la première fois que vous m'accueillez, donc c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous une deuxième fois. Donc, doublement merci. Je suis navrée de ne pas être avec vous à Mosheim, mais j'ai préféré être sûre de ma présence et éviter des annulations de voyage de dernière minute. Donc, on devra se contenter de ces moyens qui, je l'espère, pourront tout de même vous satisfaire. Depuis quelque temps, désormais, je travaille sur la peinture vénitienne de la Renaissance et le sujet de l'image de la femme, très vaste, à vrai dire, m'intrigue fortement. Celle que je vais vous raconter donc aujourd'hui à travers une série d'œuvres, certaines très bien connues, d'autres moins connues, c'est l'histoire bien sûr de corps, puisque c'est l'un des pylônes de notre sujet, mais c'est surtout l'histoire d'une culture, celle renaissante, où la vie des femmes, à l'exception de quelques importants mais rares cas, est surtout marquée par leur rôle d'abord de fille, puis de femme, ensuite de mère et enfin de veuve.
Ce destin, strictement imposé par une société organisée autour, bien sûr, du pater familias, amena une spécialiste américaine qui s'appelle Joan Kelly, dans les années 1970, à se questionner dans un article devenu vraiment très célèbre, Did women have a renaissance? C'est-à-dire, est-ce que les femmes eurent-elles effectivement une renaissance? La vision de cette spécialiste américaine, quelque peu extrême d'une certaine façon, a suscité un très long débat qui dure jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui paraissent des articles en réponse à Joan Kelly. Mais c'est vraiment très, très fascinante. Donc, je voudrais un petit peu l'aborder avec vous. Cette spécialiste, en effet, affirmait que, contrairement à l'époque médiévale, où l'amour courtois avait permis aux femmes de jouer un pouvoir authentique dans les relations sociales, au cours du XVe et du XVIe siècle, la femme s'était retrouvée, dans un certain sens, coincée dans les mailles d'une vision que nous jugerons aujourd'hui extrêmement misogyne. Or, la figuration de la femme dans la peinture vénitienne de la Renaissance, sans aucun doute, orchestrée évidemment dans la plupart des cas par des hommes, met en effet en valeur surtout son rôle de garante de la continuité d'une dynastie. Ou simplement, bien sûr, d'une famille. Et son corps devient l'instrument principal pour atteindre ce but. Toutefois, dans quelques circonstances exceptionnelles, et nous verrons ces cas un peu particuliers juste à la fin de notre conférence, les peintres vénitiens nous livrent des images féminines qui semblent défier l'ordre imposé et bâtir une autre possibilité d'existence, du moins idéalement, pour le beau sexe. Commençons par un exemple qui ne défie pas la Vulgate sur les femmes, mais qui, d'une manière surprenante, quelque part, a été interprété à l'envers. Voici les tableaux que nous allons aborder en premier. C'est un tableau célèbre, c'est un tableau d'un peintre célèbre, Vittore Carpaccio, qui travaille principalement durant le dernier quart du XVe siècle et les premières décennies du siècle suivant. Carpaccio naît à Venise aux alentours de 1460-65. Nous ne connaissons pas exactement sa date de naissance. Il meurt toujours à Venise entre le mois d'octobre 1525 et le mois de juin 1526. Un peintre célèbre dont toutefois nous ne connaissons que très peu d'informations concernant sa vie et notamment concernant sa formation. Sa première œuvre datée remonte à 1485. Il s'agit du Rédempteur avec 400 de la collection Stella-Amos de New York. Et dans ce travail, le peintre, à ses débuts, semble manifester quelques influences de son contemporain Giovanni Bellini, un peintre bien connu, et du grand Antonello da Messina, peintre d'origine sicilienne, qui, je vous rappelle, séjourne à Venise entre les années 1475 et 1466. Or, Carpaccio est surtout connu pour être un peintre di storie. Storie, là où il faut comprendre ce mot, non pas dans le sens de la hiérarchie des ordres picturaux, la peinture d'histoire, storie dans le sens vraiment d'histoire, histoire surtout évidemment liée à la géographie, donc au sein. Il réalisa d'importants cycles narratifs, comme les histoires de Sainte-Ursule pour la confrérie consacrée à cette sainte, réalisée entre 1490 et 1498, ou encore les histoires de Saint-Georges, Jérôme et Tryphone pour la confrérie dalmate portant le même nom, un cycle de Nefteleri que vous admirez ici, qui sont encore dans la même salle pour laquelle ils ont été conçus,
Dans l'épisode, l'histoire la plus célèbre est sans aucun doute les Saint-Georges terrassant les dragons de 1501-2, donc le premier telero, c'est-à-dire grande toile qui fut exécutée pour cette confrérie. Encore vers les années 1510, entre 1511 et 1516, il exécute un autre cycle de peinture consacré aux histoires de Saint-Étienne, toujours pour la confrérie homonyme. Donc, Carpaccio est aussi un peintre officiel de la République sérénissime, car il travaille pour le Palais des Doges avec Giovanni Bellini et les Bellini en général, mais malheureusement, les décors exécutés pour le Palais des Doges périrent durant les incendies de 1574 et 1577. Une importante nouveauté concernant la vie de Carpaccio a apparu très récemment, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de la partager avec vous, parce qu'en effet, nous savons, comme je vous disais au début de la conférence, très peu de choses sur ces peintres. Eh bien, une découverte toute récente qui est apparue dans une revue spécialisée il y a quelques mois, nous a permis de découvrir la localisation de la maison et de l'atelier de Carpaccio, qui était située donc dans la paroisse de San Maurizio, pas très loin de la place Saint-Marc, juste pour situer un endroit très connu. Donc, vous voyez exactement ici, exactement dans la veduta, dans la vue de Jacopo de Barbari de 1500, l'endroit précis où se situait cette bâtisse, ainsi que l'atelier de Carpaccio. Ce canal que vous avez sur la gauche, c'est le canal Grande. Donc, c'était une bâtisse plutôt importante, puisque toute près du cœur vraiment de la ville. Donc, la découverte a été faite par Gabriele Mattino, qui a retrouvé dans les archives de Venise un document remontant à 1513 qui démontre que Carpaccio habitait dans une casa da stazio, c'est-à-dire en fait une maison avec un espace pour déposer les marchandises et d'autres espaces annexés. Donc, dans la paroisse de San Maurizio, une maison qui appartenait à un marchand, une famille marchande très importante de Venise, qui est la famille de Giovanni di Francesco Pin. Il s'agissait d'une maison à deux niveaux. Nous pouvons avoir une vue mieux adaptée sur cette vue de Venise qui remonte toutefois au XVIIe siècle. Donc, c'est la petite maison avec un toit à double pente que vous voyez ici. Donc, selon les hypothèses de Gabriele Mattino, le peintre installa son atelier au rez-de-chaussée de cette casa da stazio, donc de la bâtisse principale, puisque tout à côté, il y avait des tas d'autres bâtisses fréquentées aussi par des artisans. Il y avait aussi, on découvre dans ces documents, derrière cette bâtisse, un potager, et il est assez probable que le peintre utilisait cet endroit pour sécher ses toiles. Ça m'a paru une nouveauté importante dont j'ai voulu vous faire part. Autre petite chose, cette famille Pin, donc la propriétaire de la casa da Stazio de Carpaccio, n'était pas une famille méconnue. En fait, Francesco Pin, c'est-à-dire le père du propriétaire qui loue l'appartement à Carpaccio, qui loue la maison à Carpaccio, avait été à deux reprises guardian grande, c'est-à-dire chef de la confrérie, della Scuola di San Giovanni Evangelista, l'une des scuole grandi, c'est-à-dire confréries laïques, qui ont une place très importante dans l'histoire vénitienne. Eh bien, donc, Carpaccio participe au décor pour cette scuola et il est assez probable, avec cette histoire que vous avez sous les yeux, c'est le miracle de la relique de la croix au Pont de Rialto. Et donc, c'est très probable que ces relations ont contribué à introduire le peintre auprès de ce milieu prestigieux et recevoir donc cette commande. Mais venons enfin à notre tableau.
Il s'agit d'une œuvre, pour ainsi dire, de jeunesse ou de premier âge mûr qui remonte à 1490 environ. Carpaccio devait alors donc avoir 25 ans ou 30 ans à peine. L'histoire de ce tableau est plutôt curieuse et bien sûr, les corps de ces femmes, ils sont pour quelque chose. En effet, à cause de leur décolleté généreux, qui laisse deviner des poitrines abondantes, les protagonistes ont été identifiés pendant très longtemps comme des courtisanes. En effet, le corps, en vertu de sa charge puissante et en vertu, oserais-je dire, surtout de l'attention que la contemporanéité lui attribue, est devenu un signe signifiant tellement envahissant qu'il a été capable d'effacer tout le reste. Mais la question est toute là. Faut-il se laisser aveugler quelque part uniquement par ce signe? Faut-il le lire avec nos yeux et par conséquent lui attribuer une connotation lascive? Daniel Arras, qui était un grand historien de l'art français, tout le monde le connaît, je crois, l'expliquait très bien. Carpaccio est un peintre de détails. C'est dans les détails qu'il faut aller chercher le sens. Il faut questionner en fait l'invention du peintre. Il sera donc question de se réapproprier un regard différent, oublier les urgences de notre culture, investiguer cette composition ainsi que la constellation symbolique mise en scène avec la plus grande finesse par notre Carpaccio. Ce tableau, comme la plupart des peintures de Carpaccio, regorge de détails qui ne sont pas là tout simplement pour reconstruire la vraisemblance du cadre. Ça, c'est une bêtise qu'on peut lire à gauche et à droite, mais les objets, les signes et les signaux dans les peintures ne sont pas là tout simplement pour restituer une partie de la réalité ou pour donner l'illusion de la réalité. Mais procédons dans l'ordre, nos deux protagonistes féminines, présentées de profil, sont confortablement assises sur la terrasse d'un noble palais vénitien. Elles portent des robes somptueuses. Il suffit de remarquer à ce propos le tissu choisi, la facture ainsi que les broderies. La femme la plus jeune, celle qui est assise à l'arrière-plan, semble mélancolique. Son regard est, on pourrait dire, presque perdu dans le vide. Elle semble penseuse. Sa main droite tient un mouchoir blanc alors que son coude se pose sur la balustrade et cette posture sert de toute évidence à mettre bien en évidence la présence du mouchoir suspendu qui doit donc avoir un sens bien précis et nous y reviendrons par la suite. On remarquera entre autres le collier de perles qui entoure son cou, alors que d'autres perles sont finement cousues le long du bord du décolleté incriminé. La femme plus mûre porte elle aussi une robe très riche qui diffère de celle de sa compagne, surtout pour les teintes choisies. D'autres détails sont faciles à repérer. Tout d'abord, le collier, probablement en argent, puis surtout son attitude. Penchée en avant, elle tient de la main gauche les pattes du petit chien blanc qui tourne son regard vers le spectateur. Avec la main droite, la dame exerce son contrôle sur l'autre chien, plus agressif, probablement un lévrier, à l'aide d'un fouet. Et l'animal maintient en même temps avec sa patte le cartel avec la signature de Carpaccio. La terrasse, comme vous le voyez, abrite aussi d'autres animaux. Un perroquet qui se trouve au pied de la femme la plus jeune. À côté, il y a un pont femelle, puis deux tourterelles confortablement installées sur la balustrade. Parmi les autres objets, toujours posés sur la balustrade, on remarquera une orange
et encore 2 vases en fine porcelaine. Celui de gauche devait abriter une fleur de laquelle on devine à peine la tige. À l'autre extrémité, donc à droite, vous avez un autre vase qui abrite, quant à lui, une plante de buis. Enfin, un jeune garçon vient d'arriver sur la scène et à ses pieds repose une paire de sabots vénitiens qui doivent appartenir à la femme la plus jeune. La constellation symbolique de détails que nous avons repérée nous oblige à revoir complètement l'ancienne lecture que l'on peut qualifiée sans aucun doute de maladroite. Les perles, tout d'abord, symbole de chasteté, vertu incontournable de l'épouse ou de la femme promise au mariage, renvoient à la fois à Vénus, conçue par le ciel, née de l'écume de mer et bien sûr d'une coquille, mais aussi à la Vierge Marie, coquille sacrée, qui abritait le corps du Christ. D'autres détails renvoie encore au mariage. L'orange fait référence naturellement aux pommes d'or du jardin des Hespérides, don mythique offert à Junon et Jupiter pour leur mariage. Le couple de tourterelles, symbole bien connu de pudeur, qui surveille la femme de pont, symbole de concorde maritale et de fécondité. Et puis le buis, encore une autre référence à Vénus, car il s'agit d'une plante sacrée à Vénus et toujours liée à l'épouse et au mariage. Encore les 2 chiens que nous avons mentionnés, qui incarnent chacun un type différent, nous l'avons vu. Donc la fidélité, le petit chien de salon qui est juste à côté de la dame la plus âgée, et puis la surveillance représentée par le levré. Le perroquet, quant à lui, envoie à l'éloquence rédemptrice, car, selon Pline l'Ancien, il possédait la vertu d'adresser sa salutation au personnage important, la salutation Ave, au même titre que l'archange Gabriel adressa ce même salut lors de l'Annonciation. La femme la plus jeune doit donc être sans aucun doute une jeune épouse ou une femme promise au mariage, surveillée peut-être par sa grande sœur ou sa jeune mère, habillée de manière très semblable à la donzella da marito, donc à la femme qui attend de se marier, de Cesare Vecellio, du célèbre traité consacré aux habits anciens et modernes imprimé à Venise en 1590. Donc cette femme, elle attend le regard perdu avec son mouchoir blanc, qui est un symbole bien sûr de pureté, mais qui est aussi un légendaire gage d'amour. Elle attend quoi? Elle attend bien sûr le retour de son aimé. Mais où est-il? Où est-il parti, son aimé? Pour une fois, il n'y a pas besoin de faire des conjectures parce que dans les années 1960, une autre peinture conservée au Getty Museum de Malibu, toujours de la main de Carpaccio, est mise en relation avec notre tableau du musée Correr. C'est Andrea Roth, conservateur en chef du département de peinture du Getty, qui fait premièrement cette relation. Il s'agit d'une chasse en lagune et de nombreuses évidences matérielles démontrent en effet que ce panneau constitue la partie supérieure de notre peinture. Notre flair, dont nous devinons à peine la tige, se retrouve donc parfaitement complété et sa signification symbolique s'insère à point dans notre lecture, car il s'agit bien sûr d'une fleur de lys, la marque la plus convaincante de la chasteté de l'épouse, référence archétype dans les cantiques des cantiques. Revenons donc à notre jeune femme et à sa compagne. Il ne s'agit nullement de 2 courtisanes s'offrant à la vue du voyeur. Sur la terrasse de son noble palais, la jeune femme attend au contraire son bien-aimé, parti chasser dans la lagune, entourée par tous les symboles qui déploient sa condition vertueuse d'épouse promise ou bien de jeune mariée. Donc, encore une fois, la chasteté, la fidélité,
et là, bien sûr, la constellation symbolique que nous avons vue ensemble et qui fait référence aux vertus qui sont quelque part obligatoires pour la femme de la Renaissance. Nous changeons maintenant de sujet et nous changeons aussi d'acteur parce que nous travaillerons maintenant sur un autre peintre, un peintre vraiment célèbre. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Giorgione. À travers une autre image qui a subi quelque part un dessin comparable à celui de nos dames du musée Correr, car en effet, les malentendus qui autrefois concernaient le tableau de Carpaccio n'est pas un événement isolé. Il existe malheureusement une longue tradition d'incompréhension qui concerne surtout les images de femmes et encore une fois les corps de ces femmes, à cause de ce regard contemporain qui souvent, quelque part, nous aveugle. Donc, toujours se réapproprier le regard du contexte est la seule possibilité que nous avons pour lire correctement ces images. Donc, Giorgione, le portrait allégorique de femme que vous avez sous les yeux, il s'agit d'une peinture datée, c'est une rareté pour Giorgione, une peinture datée de 1506, qui est conservée à Vienne, au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Je disais justement que c'est une des rares peintures datées de Giorgione, je répète 1506, parce que ce peintre mythique qui a fait couler vraiment des océans d'encre et qui a subi une destinée assez curieuse lui aussi, puisque justement le manque d'informations concernant sa biographie et à la fois le rôle central qu'on attribue à ce peintre en tant que maître de la peinture vénitienne, en tant qu'inventaire de la peinture tonale, eh bien, autour de cette figure, les spécialistes ont bâti des catalogues qui s'élargissent et se restreignent d'une manière très impressionnante. Selon certains spécialistes, Giorgione serait l'auteur d'une trentaine d'œuvres à peine. Selon d'autres spécialistes, on devrait lui attribuer plus de 200 œuvres. Donc, vous comprenez bien que le jeu des attributions et, permettez-moi aussi, du marché de l'art est toujours quelque chose à surveiller avec un peu d'attention. Qu'est-ce que nous savons de Giorgione? À vrai dire, pas beaucoup de choses. Nous savons qu'il est né dans un petit village de la campagne vénète, Castelfranco Veneto, aux alentours de 1470. Mais la date de naissance n'est pas certaine. Nous savons au contraire, et ça c'est une certitude, qu'il meurt en 1510, donc très jeune, à 32 ans environ, à cause de la peste. Ce dernier aspect a été confirmé il y a une dizaine d'années à peu près grâce à une trouvaille documentaire dans les archives. En fait, une spécialiste américaine, si je ne me trompe pas, ou anglaise, je ne me souviens plus, a retrouvé un document. Il s'agit d'une sorte de demande de pension adressée par la veuve de Giorgione, donc une femme qui était restée absolument sans rien, à la mort du peintre, donc qui meurt à l'improviste, et qui démontre aussi évidemment que la fortune qu'on attribue à ces peintres, puisque sa femme était restée sans ressources, devrait être au moins questionnée. Parce que, effectivement, si elle demande de l'aide à la République sérénissime, si elle demande une pension pour pouvoir se soutenir, peut-être que ce peintre n'avait pas eu tellement de fortune à son époque et que la fortune, c'est plutôt les spécialistes, surtout de l'époque romantique du 19e siècle, qu'on l'a bâti vraiment véritablement en créant une sorte de mythe autour de ce peintre qui est tout de même un peintre formidable. Or, la Laura, parce que ce portrait allégorique est connu aussi sous le nom de portrait de Laura, est une autre petite pièce de notre mosaïque concernant les données documentaires de notre peintre, car sur le revers de ce tableau,
il y a une inscription que je lis et traduis en même temps. Cette inscription mentionne l'année 1506, 1er juin. Ce fut l'œuvre de la main de maître Zorzi da Castelfranco, collègue du maître Vincenzo Catena, sur demande de M. Giacomo. C'est une sorte de signature avec des tas de renseignements supplémentaires qui, bien sûr, nous confortent incroyablement, mais qui nous laissent aussi faire des hypothèses ultérieures sur ce peintre. Vincenzo Catena, j'imagine que pas beaucoup de monde d'entre vous a déjà entendu le nom de ce peintre, puisque effectivement, il n'est pas connu par les contemporains, par notre culture, avec la même, évidemment, familiarité qu'on lui accordait jadis. Mais bien, c'est important de savoir qu'en 1506, donc seulement à 4 ans de la mort de Giorgione, notre peintre, pour quelque part augmenter son statut, ressent le besoin d'évoquer le nom de Vincenzo Catena, qui n'était pas Giovanni Bellini, n'était pas Titien, c'est-à-dire qui était un peintre certes connu, mais pas non plus le peintre le plus connu de la Renaissance. Ce qui veut dire que ce peintre, à l'époque, devait avoir une renommée plus importante que Giorgione lui-même. Or, 1506, Giorgione meurt en 1510. Donc, en 4 ans, il n'est pas sûr qu'il est arrivé à conquérir un statut légendaire tel qu'on lui attribue aujourd'hui. L'autre information précieuse de cette inscription nous livre quelque part la possibilité de regarder à notre tableau, puisque nous savons, grâce à l'inscription, que ce tableau fut la commande d'un tel Giacomo. Giacomo, c'est tout. On ne connaît pas son nom de famille, on ne connaît pas son métier, c'est juste un prénom. Mais c'est tout de même intéressant, puisque c'est une déclaration de commande qui n'est pas tout à fait un mécanisme évident, surtout dans les cas de portraits qui peuvent être, préparés en série et arrangés avec la physionomie appropriée à la dernière minute. Cette image, telle que les dames de Carpaccio, a subi, je disais, le même sort, dans le sens que cette œuvre aussi a été interprétée par certains spécialistes comme une courtisane. Pourtant, essayons de regarder encore une fois attentivement ce que nous avons sous les yeux. Cette œuvre présente une femme de 3/4, le regard tourné sur le côté, comme si elle regardait quelqu'un qui se plaçait en dehors du cadre. Selon Enrico Maria del Pozzolo, qui a écrit une récente monographie sur Giorgione, très bien faite d'ailleurs, elle pourrait être tournée, le regard de cette femme pourrait être tourné vers peut-être le portrait de son mari, parce que très souvent, ce genre de portrait voyageait en couple. Il y avait d'une part le portrait du mari, de l'autre côté le portrait de la femme. Mais au-delà de ça c'est évidemment une hypothèse, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de l'image elle-même pour être certain qu'il ne s'agit pas d'une image du portrait d'une courtisane. Pourquoi? Tout d'abord, cette femme présentée de 3/4, comme vous le voyez, porte un voile transparent sur sa tête. Ce voile sert à maintenir sa coiffure bien ordonnée. D'autre part, elle passe sur sa nuque, ensuite elle fait le tour, donc elle passe sur l'épaule, elle accompagne donc son décolleté jusqu'à entourer littéralement les seins. Ce sein que nous regardons et qui a fait surgir la surprise des contemporains n'est pas un sein simplement nu, c'est un sein dénué, puisque si vous regardez attentivement, c'est elle-même, c'est cette femme qui écarte ce manteau bordé de fourrure à la couleur rouge vive. Donc, elle écarte son manteau pour exhiber son sein.
Le voile transparent. Le voile transparent est un attribut très précis. C'est la Vierge Marie qui porte un voile transparent. Donc, il ne pourrait nullement convenir à une courtisane. Le sein dénué. Le sein dénué fait pendant avec un autre sein qui est, lui, couvert. Cette construction symbolique extrêmement répandue à la Renaissance est en réalité une métaphore très fréquente de la double dimension à la fois de la chasteté et de la volupté essentielle, vraiment essentielle au mariage, puisque c'est à travers la rencontre de l'autre, la rencontre physique de l'autre, la rencontre physique de son propre mari, que la femme peut effectivement exercer, peut effectivement jouer ce rôle fondamental dans la culture de la Renaissance, qui est le rôle d'être garante de la prosécution de la dynastie ou de la famille. Par ailleurs, le sein est aussi la porte du cœur, les traités de l'époque l'expliquent très bien, et est aussi un symbole très connu de fécondité, puisque c'est à travers le sein qu'on nourrit évidemment son propre enfant. Donc, aucune volupté, si ce n'est que la dimension de la sexualité parfaitement légitime, si jouée dans le cadre du mariage, aucune courtisane. Et si jamais quelqu'un avait encore de doute, eh bien, notre Giorgione opère, comment dire, je dirais pas très discrètement, l'addition d'un autre élément qui est vraiment impossible à ne pas interpréter et je dirais aussi à ne pas voir. Derrière cette dame, nous voyons apparaître en effet un arbuste très imposant, un arbuste de laurier. Le laurier est un symbole extrêmement connu de chasteté. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce laurier que les spécialistes ont fait l'hypothèse que ce portrait allégorique pourrait être d'une femme appelée Laura. Laurus en latin, Laura, évidemment, c'est la version féminine du nom en italien. Voilà donc une autre image de femme qui ne prête pas son flanc à des malentendus maladroits comme ce qu'on a pu lire jadis. Cette image avec des dizaines d'autres dans la peinture de la Renaissance sont des images de jeunes épouses ou bien de femmes promises au mariage qui, à travers ces constellations symboliques, se portent garant de la capacité de la femme, d'une part, à assurer ses propres vertus, qui, évidemment, tout d'abord la chasteté, mais aussi assurer la continuité de la dynastie à travers la disponibilité à la rencontre physique de son mari, qui est évidemment le pas incontournable pour pouvoir avoir des héritiers. Venons maintenant à notre troisième protagoniste de la soirée. J'ai choisi de travailler sur peu d'œuvres puisque j'ai vraiment cette exigence de les approfondir avec vous. Et puisque je crois que trop souvent, on passe d'une œuvre à l'autre sans vraiment se questionner sur tous les détails. Donc, puisque nous allons faire un travail de détails, il est plus sensé, de mon point de vue, de se concentrer sur peu d'œuvres, qui sont d'ailleurs, évidemment, qui représentent toute une génération d'autres grands trésors de l'histoire de l'art. Donc, cette fois-ci, j'imagine que tout le monde a déjà vu, peut-être eu l'occasion de feuilleter un livre avec cette image. Peut-être pas tout le monde a eu la chance d'aller à Rome, mais bon, c'est une œuvre vraiment célèbre. C'est l'œuvre de Tiziano Vecellio, donc un autre peintre vénitien, je dirais l'un des plus connus, cette magnifique saison qui fut la Renaissance.
Une œuvre qui a pour titre, un titre encore une fois un peu romancé, Amour sacré et amour profane. Cette peinture se trouve donc à Rome, à la Galleria Borghese, et est datée vers 1515. Dans la lignée des œuvres conçues à l'occasion de mariage, nous trouvons aussi cette œuvre. Cette œuvre qui a été traitée, je pense, par peut-être une centaine de spécialistes différents, chacun avec son interprétation, parce que cette œuvre de Titien, il s'agit d'un Jean Titien. Hein. Je vous rappelle que Titien est né probablement aux alentours de 1483-85, donc en 1515, il est vraiment très jeune. La première phase de sa carrière est, disons, plutôt centrée sur la production, d'une part, de Vierge à l'enfant dans la continuité de la spécialité de l'un de ses maîtres de référence, qui est sans aucun doute Giovanni Bellini, et non pas Delmont Giorgione, comme on le dit souvent. D'autre part, dans la première phase de sa carrière, Titien s'intéresse surtout à des sujets que l'on peut qualifier sans aucun doute d'allégoriques. Et là encore, nous sommes face à une peinture allégorique. Amour sacré, amour profane. Essayons de comprendre à quoi devons-nous ce titre. Alors, l'historiographie sur ces tableaux, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment gigantesque. Donc, je n'ai pas envie de vous ennuyer en vous mentionnant une vingtaine de spécialistes, parce que c'est ça que je devrais faire si je voulais vraiment reparcourir l'histoire interprétative de ce tableau. Je vais vous en mentionner 3 ou 4 maximum au total, c'est promis. Mais je pense que c'est important d'évoquer en quelque sorte aussi l'embarras qu'une peinture telle Amour sacré, amour profane a créé auprès des historiens de l'art. Car il s'agit d'une invention. Une invention qui n'a pas d'égal, on pourrait dire, qui n'a pas d'égo, même si en fouillant patiemment, certains spécialistes ont pu trouver des iconographies assez semblables. De toute manière, aucune autre peinture, surtout avec ces dimensions, parce que c'est un tableau très grand. D'ailleurs, il faut s'attarder aussi sur son format. C'est un format rectangulaire, allongé dans le sens de la longueur, ce qui convient parfaitement aux meubles de la chambre nuptiale. Donc, nous avons déjà un petit indice de par son format quant à la destination de cette image. Mais revenons pour un petit moment sur l'historiographie. Donc, la première interprétation d'une grande importance, parce qu'elle a dicté en quelque sorte la ligne pour les interprétations suivantes, remonte à 1917, il y a plus d'un siècle. C'est Urtic, dans un essai consacré à ce tableau, et à Titien en général, qui fait référence pour la première fois à l'Hypnerotomachia Polyphili, un roman allégorique qui est aussi connu en France sous les titres de Combat d'amour en songe. C'est un roman allégorique imprimé à Venise en 1499. C'est l'œuvre de Francesco Colonna, qui était de toute évidence un franciscain du couvent de San Zanipolo, Saint-Jean-et-Paul, ici à Venise. Et c'est l'histoire, en fait, de Polyphilo qui cherche sa bien-aimée, qui cherche son aimée, Polia, et qui traverse des tas de mésaventures incroyables, la plupart desquelles se passent en songe. Donc, c'est vraiment un roman incroyable qui a d'ailleurs, qui est vraiment, qui regorge de culture qu'on peut qualifier de néoplatonicienne. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect en particulier. C'est par le biais donc de ce poème, l'Hypnerotomachia Polyphili, que ce spécialiste Urtic détecte, imagine que, en fait, l'invention de Titien repose
sur un rituel qu'on évoque dans ce roman allégorique, c'est-à-dire le rituel de Vénus auprès du tombeau d'Adonis. Vous savez que Vénus a eu des tas d'amants, et l'un de ses amants était Adonis, c'est que Adonis était un chasseur, était complètement vraiment fou pour la chasse. Donc, un jour, malencontreusement, après l'amour avec Vénus, il part chasser. Il est blessé mortellement. La déesse, quelque part, ressent le fait que son amant est perdu dans les bois, est mortellement blessé, donc court envers lui. Eh bien, en courant, se heurte à un buisson de roses, fleurs qui jusqu'à ce jour-là avaient toujours été blanches, et qui se teignent de rouge à cause du sang de la déesse. Adonis meurt, mais Vénus, tous les ans, se rend auprès de son tombeau où ce miracle de la teinture des roses se répète. Or, le rituel de la teinture de roses est évoqué dans l'Hypnerotomachia Polyphylie, donc ce roman allégorique auquel je faisais référence tout à l'heure. Et surtout dans ce poème, le sarcophage d'Adonis est transformé en une sorte de fontaine. Donc, il y a cet élément qui, évidemment, captive immédiatement l'attention de ce spécialiste. À la distance d'une vingtaine d'années, précisément en 1939, un autre grand spécialiste, l'un des historiens de l'art les plus connus du XXe siècle, Irving Panofsky, l'un des pères de la discipline iconologie, rentre dans le débat et, mélange les cartes et sort un jeu complètement différent. Selon Panofsky, il n'y a aucune référence dans ce tableau à l'Hypnerotomachia Polyphylie. Au contraire, ce tableau est le fils de la culture néoplatonicienne répandue dans la Vénétie à travers une série de poètes humanistes très importants, parmi lesquels il évoque en particulier Pietro Bembo avec son ouvrage Les Asolani, qui donc répand la culture et la philosophie du banquet de Platon dans la région de la Vénétie, et en particulier autour de Padoue et de Venise. Dans la culture néoplatonicienne, dans le mythe néoplatonique, il y a deux femmes, il y a deux Vénus, celles qu'on appelle les Gemines Veneres, c'est-à-dire les Vénus jumelles. Et les deux femmes représentées dans ce tableau, ne serait-ce que les Gemine Veneres de Platon et de la culture néoplatonicienne. La Vénus nue, pour laquelle la nudité, évidemment, je vous rappelle, signifie vérité, vérité et simplicité de la beauté la plus haute, qui n'a nullement besoin d'ornement, alors que la Vénus nue, donc la Vénus céleste, alors que la Vénus terrestre est la Vénus habillée somptueusement, qui porte avec elle un coffret de bijoux. Au milieu de ces deux femmes, qui se ressemblent énormément, ça c'est un point incontournable. Donc, on a sur la gauche cette femme parfaitement habillée, de manière très somptueuse, avec une robe de satin blanc, caractérisée par 7 manches rouges. Elle porte des gants, c'est un signe de distinction très important. Et d'ailleurs, elle porte aussi une ceinture qui est une sorte de bijou, une ceinture donc à la taille, qui évoque évidemment une dimension de chasteté aussi. Elle maintient avec sa main gauche des petites fleurs. D'autres fleurs sont éparpillées
le long du bord de la fontaine. J'ai un détail aussi qui permet d'apprécier davantage cette première protagoniste. Je vous rappelle aussi qu'elle porte une couronne de petites fleurs. Et si on voulait être, bien sûr, utiliser les instruments de l'historien de l'art, on pourrait dire aussi qu'elle est habillée vraiment comme une épouse vénitienne. Elle a tous les éléments de l'épouse vénitienne. Même les couleurs blanc et rouge sont les couleurs typiques de l'épouse vénitienne. Donc, la couronne de fleurs, la ceinture virginale à la taille, les gants et le coffret de bijoux qui est l'un des dons les plus courants à l'occasion des noces. De l'autre côté, à côté de cette figure habillée, donc qui évoquerait dans la construction de Panofsky la Vénus terrestre, il y a aussi un couple de lièvres qui sont un symbole très courant de fécondité. De l'autre côté, nous avons une figure complètement nue. Hein. Elle est habillée simplement, plus qu'habillée, elle est ornée, décorée par ce drapé rouge incroyable qui flotte dans les airs, ce brin de tissu blanc qui couvre à peine son sexe. Les cheveux caressent la peau de ses épaules. Et avec sa main, elle maintient ce qui a été interprété notamment par Panofsky comme une sorte de flamme d'amour, qui est un attribut qui convient parfaitement à la Vénus céleste, la Vénus nue. Donc, je vous rappelle cette idée complètement opposée par rapport à la contemporanéité, où le nu est bien sûr un attribut typique des divinités, disons, d'un niveau spirituel et supérieur, contrairement à nos codes de lecture. Au milieu de ces deux femmes, qui sont effectivement très ressemblantes, se place un Cupidon qui accomplit une opération bien particulière, puisque Cupidon mélange les eaux. Accomplit un geste qu'on pourrait allégoriquement lire comme un geste de tempérance, vraiment mélanger deux dimensions. Donc, c'est ainsi qu'il interprète Panofsky, mélanger deux dimensions opposées, d'une part la Vénus céleste sur la droite, d'autre part la Vénus terrestre sur la gauche. Mais sur ce sarcophage fontaine qui pourrait bien sûr évoquer le sarcophage de Adonis, puisqu'il y a une fontaine effectivement, puisque la fontaine semble nourrir avec ses eaux une plante de roses qui sont juste au pied. Donc, vous vous souvenez l'histoire que je vous ai racontée sur la teinture de rose, mais sur ce sarcophage, en plus de cette espèce d'embout d'où sort l'eau, nous trouvons une armoirie. Donc, ce tableau est de toute évidence une commande qui est liée à un événement très particulier. C'est en effet déjà en 1939 qu'un autre spécialiste met en relation cette peinture avec la commande de Niccolò Aureli à l'occasion de ses noces avec Laura Bagarotto. Ce n'est pas très surprenant, vous me direz, parce que effectivement, déjà on avait évoqué le format assez particulier de ces tableaux, donc un format qui convient tout à fait aux chambres nuptiales, mais il se trouve que ce mariage n'est pas un mariage quelconque. Non, parce que en effet, ce mariage nécessite même une dispense spéciale émanée par les conseils de Dix. Pour quelle raison? Parce que Laura Bagarotto, la future femme de Niccolò Aureli, est la fille de Bertuccio Bagarotto, qui est condamné par le conseil des Dix comme traître et qui est exécuté à Venise
en 1509, au lendemain d'une défaite symboliquement énorme pour Venise, puisque la célèbre défaite d'Agnadello, puisque en fait, au début de 1508, les troupes impériales de Maximilien Ier s'organisent pour conquérir une partie des territoires de la terre ferme vénitienne. Et ils arrivent jusqu'à Padoue, où ils trouvent une complicité de la part de certains hommes politiques vénitiens, parmi lesquels il y avait justement le père de Laura Bagarotto, Bertuccio Bagarotto, qui était un juriste très important, célèbre même, qui avait joué des rôles politiques extrêmement importants dans la ville de Padoue. Et donc, c'est à cause de sa collaboration et de la collaboration de plusieurs membres de la famille Bagarotto que les troupes impériales, pendant un moment très restreint de l'histoire, arrivent à mettre les mains sur la ville de Padoue. Cette défaite d'Agnadello a été vraiment symboliquement et très représentative. C'est l'une des rares fois où l'envahisseur a su manger un morceau de Venise. Vous savez que Venise jouit de cette statue particulière d'être, au moins durant la Renaissance, bien sûr, jusqu'à l'arrivée des Autrichiens puis de Napoléon, complètement, dans quelque sorte, inatteignable. Donc, il se trouve qu'au moment de la condamnation du père de Laura, donc de Bertuccio Bagarotto, Laura tombe en disgrâce, évidemment. Une femme, la fille d'un traître, même s'il s'agissait d'une famille très, très riche et une famille patricienne de la noblesse de Padoue, Laura, elle est privée de toute sa fortune et elle n'a plus de dot, elle n'a plus de moyens de subsister. Et vous savez, une femme n'a pas 30 000 moyens pour s'en sortir dans la société de la Renaissance. Elle peut se marier, elle peut rentrer dans un couvent. Et pour les deux, il faut avoir des ressources. Donc, c'est évidemment la honte qui tombe sur Laura et sur sa famille. Et Laura attrape la seule occasion qui peut la libérer de cet énorme accident qui lui est arrivé et duquel elle n'était probablement pas responsable. Niccolò Aurelio lui présente une demande de mariage, mais Niccolò Aurelio, c'est aussi le secrétaire du Conseil des 10 qui a signé la condamnation à mort de son père Bertuccio. Donc, vous voyez, c'est une histoire incroyable. Et c'est tellement incroyable puisque le Conseil des 10, comme je vous ai déjà, comme j'ai pu d'ailleurs vous préciser au début, le Conseil des 10 doit émaner une sorte de dispense spéciale pour accorder à Laura le statut qui lui permet en quelque sorte d'accomplir, d'accepter ce mariage. Une sorte de démonstration qu'elle n'est plus la fille du traître qui a failli ruiner à jamais l'histoire de la République sérénissime. Elle se réhabilite grâce justement à ce mariage. Mais c'est un mariage très, très difficile. Il est évident que Laura a dû vivre quelque chose d'extrêmement particulier. Et alors, si on fait quelque part le lien entre ce que nous savons du contexte et ce que nous avons pu dire jusqu'à présent de l'image, eh bien, c'est un autre spécialiste qui a, je trouve, quelque part accordé ces deux éléments qui peuvent paraître quelque part lointains. Parce que Augusto Gentili, dans un ouvrage très important qui a pour titre d'A Tiziano a Tiziano, de Titien à Titien, et qui travaille, c'est un ouvrage des années 1980, qui travaille surtout sur la peinture allégorique de la première période de Titien et puis sur la peinture mythologique de la dernière saison de Titien. Eh bien, il arrive à trouver, je crois, une interprétation plus convaincante
certainement, affirme Augusto Gentili, l'hypnérotomachia polyphyri a été le point de départ pour cette invention. Mais en réalité, ce qui est le pouvoir de cette image, c'est surtout que ces deux femmes, ces gamines vénéres de la tradition néoplatonicienne, ne sont pas là comme deux dimensions opposées. C'est au contraire deux dimensions qui vont l'une vers l'autre. Et le rôle de Cupidon dans cette histoire est fondamental parce qu'il joue le rôle justement d'accorder ces deux dimensions. Et surtout, c'est une sorte de persuasion à l'amour qui est nécessaire pour une femme, si vous y réfléchissez juste un moment, qui est nécessaire pour une femme qui va marier l'homme qui a signé la condamnation à mort de son père. L'œuvre a intéressé aussi une spécialiste des gender studies qui, je trouve, a ajouté quelque chose supplémentaire. Cette spécialiste qui s'appelait Rona Goffen et qui est morte très jeune, en fait, à travers des recherches dans les archives, a pu établir un certain nombre d'informations supplémentaires sur Laura Bagarotto, découvrant tout d'abord qu'elle était déjà mariée avant son mariage avec Niccolò Aureli, et surtout retrouvant un inventaire qui décrit la robe de mariage portée par Laura et qui ressemble énormément à celle que nous voyons sur le corps, vous allez dire au sujet de notre intervention, sur le corps de la femme de gauche. Eh bien, Rona Goffen alors sont évidemment affirmés que ces deux femmes sont le portrait de Laura. Ce serait impossible d'imaginer qu'une femme de la Renaissance puisse être portraiturée toute nue. C'est complètement invraisemblable. D'autant plus que si vous regardez à ces femmes, en fait, ce sont les types de Titien. C'est vraiment le type féminin de Titien. Mais quelque part, elle représente ce qu'elle appelle actual body, c'est-à-dire le corps actuel. Donc, ça m'a paru pertinent pour notre sujet. Le corps qu'on peut marier, le corps qui est à la fois une métaphore du corps social, puisque c'est à travers ce mariage très difficile, que Laura a pu réacquérir son existence, son destin. Elle a pu se réapproprier sa vie dans la société qu'il avait quelque part, qu'il avait de quelque manière mise de côté, en la considérant simplement la fille d'un traître. Donc, pour terminer avec cette conférence, j'ai choisi une œuvre qui nous occupera pendant le dernier quart d'heure de notre échange. Une œuvre, celle-ci moins connue certainement. Il s'agit du Saint-Georges, la princesse et Saint-Louis, réalisé par Tintoret. Or, nonobstant son format cintré, il ne s'agit pas du tout d'un tableau d'autel. Il s'agit au contraire d'une peinture conçue pour décorer les bureaux des provvediteurs au sel, des magistrati dal sal, un bureau et une charge administrative très importante qui se trouvait à Rialto. Eh bien, ce sont les magistrati dal sal de l'époque qui confient à Tintoret la commande de ce tableau au début des années 1550. Et nous connaissons heureusement les noms de ces magistrats, puisque nous avons des tas de documents sur les magistratures vénitiennes, mais surtout nous avons aussi les armoiries de nos deux commanditaires. Il s'agit de Zorzi de Francesco Venier et de Alvise di Niccolò Foscarini. Or, cette œuvre présente une invention quelque part déstabilisante, car la princesse de la légende de Saint-Georges est représentée à cheval du dragon. Et ce détail est tellement inattendu
est tellement peu commun que même l'humaniste Ludovico Dolce, un contemporain de Tintoret, qui d'ailleurs s'occupait de peinture, donc il y avait tous les instruments du cas pour comprendre ce qu'il avait en face, eh bien, dans son célèbre traité qui a pour titre Dialogo della pittura, intitolato L'Aretino, qui parut à Venise en 1557, identifie la femme de ces tableaux avec Sainte Marguerite. Vous connaissez peut-être la légende de Sainte Marguerite. En fait, Sainte Marguerite se fait dévorer par un monstre démoniaque, souvent représenté comme un dragon. Et elle arrive à s'échapper de la gueule du monstre grâce à sa foi, c'est-à-dire en embrassant un crucifix qui lui permet vraiment d'être craché par ce dragon. Donc, elle est souvent représentée le crucifix à la main, le gros monstre à ses pieds, comme si elle l'avait quelque part apprivoisé. Pourtant, cette interprétation de Dolce n'est pas très cohérente parce que la tradition iconographique de Marguerite, comme je viens de l'évoquer, représente plutôt cette sainte d'une manière bien différente. Elle ne chevauche pas le dragon, tout au plus elle s'échappe, donc elle saute par-dessus le dragon, comme c'est le cas de cet exemple célèbre. Là, il s'agit d'un tableau de Titien réalisé en 1552 pour Philippe II et envoyé directement à Philippe II à ce moment-là. D'où vient donc cet écart? D'où vient cette invention si particulière qui concerne encore une fois le corps d'une femme? Oui, car c'est très souvent en se concentrant sur les variations par rapport à une tradition qu'il est possible de mieux comprendre à la fois l'invention du peintre et ses significations. Vous connaissez tous peut-être l'histoire de Saint Georges, ce Miles Christianus ou soldat du Christ qui libéra la ville de Silène en Libye d'un féroce dragon. En fait, ce dragon, après avoir dévoré toutes les bêtes du village, commença à se nourrir de jeunes gens tirés au sort et offerts en sacrifice. Un jour, le sort tombe sur la fille du roi, donc la princesse, qui est amenée sur les lieux du sacrifice et attend donc patiemment de se faire dévorer. Georges arrive naturellement au bon moment et sur son destrier et il transperce le dragon de sa lance. Les dragons, toutefois, n'est pas mort, ne meurt pas tout de suite. Alors Georges en profite, ordonne à la princesse d'entourer le cou de l'animal avec sa ceinture, la ceinture de la princesse, et de l'amener comme un petit chien apprivoisé à Silène. À ce moment-là, notre saint guerrier accomplit ce qu'on peut appeler tranquillement un chantage, c'est-à-dire il promet de tuer le dragon seulement si toute la population de Silène, donc, qui était païenne, décidait de se convertir au christianisme et donc de recevoir le baptême qu'il dispensera lui-même. Et ce fut l'heureuse fin de l'histoire. Or, évidemment, Jacopo Tintoretto utilise l'historia, donc l'histoire, et plus particulièrement la narration concernant la collaboration, si vous voulez, de la princesse, puisque comme vous le voyez, notre princesse a déjà entouré sa ceinture autour du cou du monstre, mais Jacques de Voragine, dans sa légende dorée, qui est la source, disons, qui véhicule cette tradition bien plus ancienne, évidemment, cette légende bien plus ancienne sur la géographie de Saint-Georges, Jacques de Voragine, dans sa légende dorée, ne fait aucunement allusion au fait que la princesse se met à chevaucher l'animal. Par ailleurs, ce geste est particulièrement la manière dont la princesse chevauche ce monstre, les jambes ouvertes, est vraiment très rare
voire peu convenable pour une femme de l'époque. Un autre aspect important à remarquer concerne la construction vraiment du tableau. Un tableau construit, je dirais, à partir du regard. Nous avons Saint-Georges, le héros donc, de l'histoire. C'est lui qui devrait y voir mieux que tout le monde, puisque, bien sûr, le regard est une métaphore de la connaissance par le biais de la grâce divine. Eh bien, notre héros, notre protagoniste de l'histoire, il a les yeux fermés et de plus entouré par une sorte de zone sombre. Alors qu'il ouvre ses bras comme pour contempler la beauté de la princesse. Sans lui, l'autre protagoniste masculin tient aussi la tête vers le bas, son regard aussi est tourné vers le bas et les paupières semblent à moitié fermées. La princesse, au contraire, a les yeux grands ouverts et contemple le reflet de son image sur l'armure de Georges. Il y a un autre protagoniste dans l'histoire, c'est notre dragon. C'est le dragon qui a lui aussi les yeux grands ouverts, adresse le regard au spectateur. Il représente la figure, on dit, déictique, c'est-à-dire celui qui indique, suggère, guide le spectateur dans la contemplation de l'image et lui permet quelque part de s'introduire, de prendre parti à la composition. De plus, la patte du dragon, comme vous le voyez, est posée sur les armoiries donc des commanditaires, des magistrati del sale, comme si il voulait les protéger. Une recherche menée aux archives d'État de Venise m'a permis de retrouver en fait les testaments des deux commanditaires et de travailler un peu sur leur histoire familiale. J'essaierai d'être très brève parce que je voudrais qu'on réserve un certain temps aux questions, mais j'ai quand même envie de vous raconter un peu une histoire très particulière qui concerne l'un des deux commanditaires de ces tableaux. Donc, Zorzi de Francesco Venier, le premier de ce personnage, écrit son testament en 1550, ensuite deux codicilles datés de 1551 et 52, Zorzi meurt en 1554. Donc cela m'a permis aussi de donner une datation plus précise au tableau. Et si son testament ne présente pas d'éléments particulièrement significatifs qui pourraient nous aider à expliquer l'invention inédite de notre Tintoret, il faut toutefois remarquer que Zorzi, Georges, Zorzi porte le même nom que Saint-Georges, tel que Albise, c'est en fait la traduction vénitienne de Louis. Donc, c'est un fait très commun. Quand on se fait célébrer dans un tableau, on fait référence au saint portant le même nom, on dit le saint éponyme des commanditaires. Donc, Zorzi est un homme cultivé, il joue de la musique et possède un clavecin et aussi une lutte. Il a aussi beaucoup de pierres précieuses, donc c'est un homme très riche et très cultivé, parce que je vous assure, pour avoir lu des centaines de testaments, par exemple, les instruments de musique, c'est quelque chose qui vraiment désigne une culture plutôt élevée. Et ce n'est pas seulement le statut de patricien qui automatiquement renvoie à un statut cultivé. L'histoire de l'autre commanditaire, Albise di Niccolò Foscarini, est au contraire bien plus intéressante pour notre tableau, pour mieux comprendre notre tableau. Alors, le patricien rédige son testament en avril 1560 et confie l'exécution de ce dernier vœu à sa femme, Lucetta d'Amosto, et à sa cousine, Isabella Foscarini. En dernier, il mentionne son fils, Niccolò. Il précise en plus que la plupart du pouvoir décisionnel concernant son héritage doit revenir principalement
dans les mains de sa cousine Isabella. Albise est très riche, il possède un véritable fief dans la campagne vénète et une villa qui existe encore aujourd'hui, la Villa Foscarini Erizzo, près de Pontelongo, un village dans la province de Padoue et actuellement siège de la mairie. Encore dans son testament, Albise accorde à sa femme Lucetta une pension de 50 ducats l'année, ce qui n'est pas très courant parce que normalement le mari, au moment de sa mort, restitue à sa femme seulement sa dot. Et pour les filles d'Isabella, donc de sa cousine, il décide de prévoir une dot de 2000 ducats chacune, mais la clause la plus intéressante du testament concerne justement les deux neveux, parce qu'il précise aussi que si jamais ces deux femmes devaient choisir de ne pas se marier, il leur accorde quand même une pension de 150 ducats l'année. Donc, Albise démontre envers les femmes une attitude absolument révolutionnaire, puisque ce n'est pas très courant, surtout parmi les patriciens. Naturellement, le mariage est une stratégie pour bâtir des alliances avec d'autres familles. Donc, c'est un moyen très important pour s'affirmer aussi politiquement. Eh bien, il démontre une modernité extraordinaire envers ces femmes qui pourront même choisir de ne pas se marier et tout de même seront soutenues financièrement et donc pourront effectivement être libres devant un dessein autrement imposé. Mais il y a une autre histoire encore plus particulière qui ne concerne pas directement notre Albise, mais son grand-père. Son grand-père qui portait le même nom que lui. On l'appellera Albise le Vieux pour distinguer l'un de l'autre. Albise, en effet, est le petit-fils d'un autre Albise, un éminent juriste de la Sérénissime qui avait joué des rôles politiques incroyables. Il avait été ambassadeur, podestat de plusieurs villes. C'est vraiment un personnage incroyable dont on garde aussi une notice dans le Dizionario Biografico degli Italiani qui est réservé vraiment aux personnalités célèbres. Donc, c'est un homme extrêmement cultivé, un passionné de philosophie. Je fais référence au grand-père de notre Albise, donc un passionné de philosophie et de belles lettres, qui entame une relation amicale et épistolaire avec l'une des rares et célèbres humanistes femmes de son époque, qui s'appelle Isotta Nogarola et qui meurt en 1466. Une femme donc, une femme très importante qui, nonobstant les restrictions de l'époque dans laquelle elle vécut, fut capable de prendre la parole sur des sujets fort complexes et se mesurant donc avec une culture misogyne et la culture misogyne de son temps. L'amitié avec Albise le Vieux, le grand-père de notre commanditaire, prend la forme d'une dispute intellectuelle autour de la responsabilité d'Ève dans le péché originel. Dans ses lettres à Albise, Isotta précise qu'il ne serait pas approprié d'attribuer la responsabilité de cet acte terrible qui condamna l'humanité à Ève, car elle, étant une créature imparfaite, ne pouvait pas mesurer la conséquence de ses actes. Et elle ajoute, où il y a moins de jugement, la persévérance est plus faible et le péché mineur. Adam, au contraire, créé à l'image de Dieu, devait être bien conscient de ce moment crucial de l'histoire chrétienne. Son degré de perfection le rend donc véritablement responsable, alors qu'Ève méritait un jugement clément. Mais Albise n'est pas d'accord avec sa compagne de lettres. Albise, en fait, répond à Isotta avec une formule de juriste, puisqu'il est un juriste, un grand juriste. L'ignorance ne préserve pas de la peine. D'autant plus qu'Ève, ajoute notre Albise, s'était montrée présomptueuse. Son péché naît de sa fierté et de son orgueil.
elle avait cru d'être plus semblable à Dieu qu'Adam lui-même et avait condamné l'humanité tout entière. La dispute entre les deux amis continue sans cesse jusqu'au jour où Alvise décide de baisser ses armes. En fait, Alvise est très, très frappée par le fait que Isotta avait su quelque part toucher son cœur en abandonnant la démonstration rationnelle et la femme s'était plutôt préoccupée des motivations et des sentiments qui avaient poussé Ève vers sa propre conduite. En lisant certains passages de cette correspondance que nous gardons encore aujourd'hui, nous avons l'impression, je vous l'assure, que cette dispute ne concerne pas uniquement le péché originel, mais plutôt la relation entre Alvise et Isotta, et certainement de manière élargie le rapport entre les hommes et les femmes. Si j'ai voulu évoquer cette histoire, c'est juste pour mettre l'accent sur cette sensibilité envers l'univers féminin qui était bien connue à notre Alvise. Et donc, cette fois, Alvise le Jeune, le commanditaire de Tintoret. Et c'est d'ailleurs extrêmement probable qu'Alvise le Jeune gardait encore cette correspondance entre son grand-père et Isotta que nous conservons donc aujourd'hui. Et très certainement, elle a lu cette correspondance. J'ai même retrouvé, ça m'a vraiment touchée, en lisant les testaments des deux Alvise, parce que j'ai retrouvé les deux, on retrouve exactement les mêmes formules. C'est vraiment embarrassant. Revenons maintenant à notre œuvre. C'est un fait. La princesse du tableau de Tintoret est une figure sans aucun doute positive. Elle est belle, séduisante, avec son décolleté. Elle porte des habits somptueux, une couronne ornée par des perles, et nous avons déjà abordé la signification des perles. Elle est complètement entourée de lumière, c'est la figure la plus resplendissante du tableau. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle action accomplit-elle? Elle regarde, nous l'avons déjà dit, son reflet sur l'armure de Georges, telle une Vénus au miroir. Mais attention, dans son reflet, elle a perdu sa couronne et aussi ses bijoux. On ne les voit pas. Signe que l'image qu'elle contemple est plus intime, spirituelle. Par ailleurs, c'est bien sûr une hypothèse, mais je n'ai pu m'en priver. Par ailleurs, ce reflet se situe sur les côtes de Georges, le même côte depuis lesquelles Ève, la femme, avait été créée avec toute son imperfection. Ce reflet dépouillé de toutes les enseignes du monde matériel sur lesquelles campe l'image spirituelle de la femme, quelque part réhabilite cette création imparfaite. Pour se racheter, toutefois, la femme doit participer activement à la rédemption. Ce n'est plus Georges seul qui, avec sa lance, a transpercé la tête de la bête, avoir accompli les miracles. C'est aussi la princesse qui chevauche le dragon et transforme, grâce à sa vertu, la bête dans une figure, elle aussi, positive. Oui, car si le dragon est normalement associé aux démons et à Venise aussi, à l'ennemi par excellence de la République, c'est-à-dire le Turc, ici, le peintre produit une sorte de renversement sémantique. C'est la princesse avec son corps et sa lumière, la lumière de sa foi, qui transforme l'animal dans l'ancien gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides, protecteur des richesses et aussi de la vertu des jeunes vierges.
et qui jadis accompagnait aussi la déesse Minerve. Bien entendu, je ne suis pas en train d'inventer n'importe quoi, je vous l'assure. Ce que je viens de dire à propos du dragon fait partie d'une tradition inscrite dans la culture classique qui remonte à la surface, bien sûr, durant la Renaissance. Et je songe notamment au recueil d'emblèmes d'Andrea Alciato, Emblematum Libellus, imprimé à plusieurs reprises, notamment cet emblème figure dans les éditions de 1531 à 1534. Donc, Andrea Alciati construit un emblème qui s'appelle Custodiendas Virgines, donc c'est lui qui garde les vierges, en associant la figure de Pallas Minerve avec le dragon, comme jadis Phidia d'ailleurs dans la sculpture grecque. Donc, ce n'est pas un hasard si dans notre tableau, le dragon pose sa patte sur les armoiries des magistrats du sel. Vous savez que le sel est l'une des plus grandes richesses pour Venise. Hein? C'est vraiment l'une des plus grandes richesses. Donc, cette tradition classique qui fait du dragon, c'est lui qui surveille les richesses et qui surveille les vierges, ressort quelque part à la surface grâce à ce renversement sémantique opéré par notre peintre. La figure de la princesse sort donc des rangs habituels et se fait véhicule de la rédemption au même titre que Saint Georges, accordant ainsi aux femmes une place toute particulière dans l'histoire chrétienne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Valentina pour cette conférence très intéressante. Alors, c'est maintenant le temps des questions. Moi, je voulais savoir, Valentina, ce qui était arrivé au père de Laura Bagarotto. Qu'est-ce qu'il a fait pour être considéré comme traître? En fait, il a simplement fait en sorte que, vous savez, quand les troupes impériales sont arrivées près de la ville de Padoue, Padoue n'a pas résisté. Donc, il a contribué à convaincre la population et les armées à ne pas se battre et à céder la ville aux impériales. D'accord, merci. Aux troupes impériales. Et alors, vous avez dit que Laura Bagarotto était déjà mariée. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu du premier mari? On l'a mis sous le tapis? Il était mort, en fait. Les femmes restaient veuves, même très jeunes, surtout qu'elles mariaient très souvent des hommes bien plus âgés. D'accord. Je me suis demandé, en voyant le portrait allégorique de cette femme, de Giorgione, si ça pouvait pas être une métaphore de Daphné. Je dirais que l'ensemble de la... Vous savez, c'est toujours le risque. Il ne faut pas vraiment séparer les signes. Il ne faudrait pas séparer les signes, mais essayer de les lire comme une construction globale. C'est pour ça que j'ai parlé de constellation symbolique. Donc, je crois que du moment où il y a le voile, où il y a cette coprésence de la dimension chasteté, volupté, le thème voilà, du laurus comme symbole de chasteté fonctionne davantage. Mais peut-être qu'on découvrira que cette femme s'appelait Daphné. Hein. Je ne sais pas. Souvent, lorsqu'on représente Daphné, on représente la métamorphose et non la plante. Mais souvent, c'est la métamorphose qui est représentée pour qu'on comprenne bien le sujet. Surtout à l'époque, il me semble. Oui, bien sûr. Ça, c'est un autre argument. On digère un peu toutes les infos, là. Oui. J'espère de ne pas avoir été trop dense, peut-être, je ne sais pas. Non, c'était intéressant, surtout là, le dernier tableau. C'est vrai que je connaissais le tableau, mais alors pas du tout. On n'avait jamais évoqué le reflet de la princesse dans l'armure, hein, dépouillée de tous ses attraits matériels. Ça, je ne connaissais pas. Et alors, c'était très intéressant de voir aussi effectivement la place des femmes.
à Venise. Bon, elles sont quand même assez corsetées dans leur rôle, hein, assez. Bon, c'est le mariage ou rien, mais ce n'est pas une spécialité vénitienne. Hein. Ouais, c'est l'époque. Hein. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes humanistes comme Isotta ou Bérola? Oui, absolument, c'est l'époque, c'est une culture. En réalité, même la vision de Kelly concernant le Moyen-Âge est une vision assez peu réaliste, puisque surtout, il ne faut pas oublier que les témoignages que nous possédons ne sont que l'acmé d'une quantité de réalités restées complètement anonymes. Certes, les poètes, les femmes qui faisaient de la musique, etc., qui ont laissé des traces, mais toutes les autres. Je veux dire, il faut quand même bien savoir que les témoignages que nous possédons aujourd'hui, ce n'est que très, très partiel. Donc, si on devait regarder à la société dans son ensemble, même aujourd'hui, parfois, on se demande si les femmes ont vraiment accompli leur chemin. Oui. Et c'est particulièrement intéressant de voir. Alors, est-ce que ces femmes humanistes, comme vous l'avez dit, est-ce qu'elles ont pu développer leur, je dirais, leur relation intellectuelle, épistolaire, parce qu'elles avaient un statut financier différent, c'est ça, ou un statut Absolument. C'est systématiquement de femmes très riches qui viennent de familles très riches, qui les ont éduquées et les ont. Voilà, il y a des femmes qui jouent de la musique, il y a des femmes qui peignent, il y a des femmes qui écrivent, mais toute cette éducation, comme Baldassare Castiglione le dit très bien, n'a qu'une fonction, celle de faire plaisir à son mari. Donc, très souvent, les femmes qui, quelque part, sont élevées de cette manière, très souvent, au moment d'avoir trouvé leur mari, elle finit de peindre, par exemple. Il y a beaucoup d'art, même des filles d'artistes qui cessent leurs activités à l'occasion du mariage. Après, bien sûr, à travers les siècles, cela change, mais ça reste quand même des grandes exceptions. Ce n'est pas la condition des femmes, c'est la condition de quelques-unes de ces femmes. Oui, c'est ça. Alors, il y a une question sur Artemisia Gentileschi. Est-ce qu'elle est une exception? C'est vrai que c'est au XVIIe, Artemisia, c'est plus… C'est un peu plus tard, mais c'est une exception. Bien sûr que c'est une exception, mais n'oublions pas que c'est la fille d'un peintre. Hein. Et le plus grand problème pour les femmes qui voulaient devenir elles-mêmes artistes, c'est évidemment la formation. Puisque la plupart des peintres étaient des hommes, il fallait aller apprendre dans les ateliers des hommes, et donc c'est possible quand on est la fille d'un peintre, c'est moins facile quand on doit confier sa propre fille au jeune âge à notre homme. Très souvent, vous savez, les apprentis, ils habitent avec leur maître, donc pour les femmes, c'est encore plus difficile. Oui, et puis Artemisia, elle a eu quand même une vie très difficile. Hein. Oui. Elle a été violée, elle a été… bon. Mais je pense qu'au XVIIe siècle, donc le siècle d'Artemisia, et au XVIIIe, ce sont des siècles où les femmes prennent plus leur essor, en fait, à travers les salons, à travers… Disons plutôt XVIIIe, oui. XVIIIe, oui. Bon, au XVIIe, en France, il y a quand même quelques salons, mais bon, quelques femmes qui tiennent salon et qui… je ne sais pas comment c'était en Italie. Oui, mais il faut, bien sûr, mais il faut toujours apprendre cet aspect comme un petit milieu très restreint par rapport à une société qui fonctionnait complètement d'une autre manière. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ces femmes, donc au siècle de Carpaccio, etc., est-ce que ces femmes bougeaient, les hommes humanistes et écrivains bougeaient, passaient de Florence, Rome, donc Venise, est-ce que les femmes
pouvaient bouger comme ça, être en contact avec les humanistes des autres villes, parce que Florence était quand même la ville des humanistes. Est-ce que les femmes pouvaient bouger aussi de la même, pas de la même façon, ça c'est sûr que non, mais certaines femmes donc rentraient en contact et voyageaient? Oui, bien sûr, ce n'était pas autant simple que pour les hommes, mais nous connaissons de... On a des traces, justement. On a des traces, bien sûr, des déplacements des femmes. Oui, oui. Il y a un projet très intéressant en ce moment qui est mené par un historien qui s'appelle Jean-François Chevard, qui j'enseigne, je crois, à la Sorbonne, qui est en train de travailler sur les processetti. Ce sont en fait des procès qui étaient réalisés, plus exactement des certificats qui étaient produits au moment où un homme voulait se marier. C'est un document typiquement vénitien. Hein, au moment où un homme voulait se marier et qu'il n'était pas vénitien d'origine. Alors, il fallait quelque part aller vérifier qu'il n'était déjà pas marié dans sa ville natale, par exemple, ou dans d'autres villes. Donc, on allait questionner une série de témoignages et là, nous avons des traces plutôt intéressantes aussi sur la mobilité des femmes, pas simplement sur la mobilité des hommes. Hein, parce qu'évidemment, ces hommes mariaient des femmes qui étaient peut-être venues elles aussi à Venise. À l'occasion, elle avait commencé à travailler comme servante auprès de certaines autres femmes. Donc, il y avait une mobilité féminine. Aussi dans les milieux moins aisés. Mais c'était une mobilité très, très contrôlée. Alors, dans ces documents, ce qui ressort, c'est par exemple que les femmes ne quittaient pas leur quartier. C'est-à-dire que certes, elles étaient venues à Venise. Mais une fois arrivées à Venise, elles étaient soumises à un contrôle hyper strict et ne pouvaient pas quitter leur paroisse. Même pas quartier, leur paroisse. Vous voyez? D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, c'est fou cette représentation du corps des femmes à travers les tableaux que vous nous avez montrés. C'est quand même, il y a toute cette, j'allais dire cette idéologie derrière, quoi. C'est impressionnant. Et alors cette correspondance entre Alvise le Vieux et cette humaniste Isotta Uberola, si je ne me suis pas trompée, elle est accessible. Elle est accessible, ça doit être passionnant à lire. Ah oui, oui, elle est magnifique. Je l'ai trouvée en ligne, je crois, vous savez. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Ah bah oui, volontiers. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à vous d'avoir pris le temps et d'avoir démontré autant de patience pour me suivre. C'était vraiment un plaisir pour moi. Ça l'était pour nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentina, pour cette belle conférence qui nous a fait voyager dans le temps et géographiquement aussi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou bien... Merci pour l'organisation et pour l'invitation. Je ne suis pas encore adhérente, mais je pense que je vais m'inscrire à votre conférence. Et bien avec plaisir, madame. Je suis venue une fois à Molsheim déjà, mais il y a 2 ou 3 ans. Et maintenant, oui. Ça donne envie de continuer. Ah, bah écoutez, tant mieux, on est ravis. Voilà. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous. Alors, bah justement, comme le disait Janine Lefts, en fait, nous allons garder le distanciel, puisque nous sommes suivis en France et à l'étranger, bien sûr, rassurez-vous. Mais on va essayer de voir si on peut revenir un peu en présentiel à la Chartreuse. Mais pour ça, on a besoin de faire encore des essais techniques pour être sûr que tout fonctionne. Et puis, il faut que les câbles soient tirés jusqu'au caveau. Donc, il nous faut encore un petit peu de temps, donc un peu de patience pour ceux qui aimeraient revenir en direct, mais on gérera ensuite les deux, le présentiel et le distanciel ensemble. La solution hybride est parfaite.
Alors sinon, je voulais vous dire, donc la prochaine fois, c'est le 13 novembre. Donc c'est Michel-Ange à la chapelle Sixtine, le corps et l'âme. Voilà notre sujet. Et donc c'est Sophie de Gourcy, donc historienne de l'art et conférencière nationale, qui traitera ce sujet. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre cette conférence également. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne fin de journée. Je vous remercie de votre attention, de votre présence à travers les écrans. Voilà. Et puis je vous dis toute ma sympathie à chacune et chacun d'entre vous. Voilà. À très bientôt en tout cas. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.